Alors Pierre, sa passion, c'est T. Je dis c'était parce que c'est encore, mais il y a d'autres passions qui sont arrivées. C'était la Première Guerre mondiale. Oui, c'était ça. Parce que depuis, tu t'es un peu plus passionné pour la deuxième aussi. Bah, c'est le roman qui m'a amené, ou le fait réel que je raconte, à m'intéresser plus à la Deuxième Guerre mondiale, mais pas spécialement à la Deuxième Guerre mondiale. C'est le sujet même, parce qu'il se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, qui va me faire raconter une histoire. Sinon, non, je n'ai pas d'a priori. C'est vrai que je me sens plus à l'aise pour raconter 14-18, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis l'adolescence, donc ça m'est plus facile, je connais mes repères, je sais quels livres aller consulter. La Deuxième Guerre mondiale m'oblige, c'est pas inintéressant d'ailleurs, à aller consulter Internet, parce que j'ai très peu lu sur les choses, enfin j'ai lu l'essentiel, mais pas... Donc voilà. Alors on s'est rencontrés, il arrive à parler même en faisant autre chose. On s'est rencontrés autour d'un premier livre. Pierre avait travaillé sur un livre sur la Première Guerre, et puis est allé consulter, voir Michel Bulteau. Et puis Michel Bulteau dit, écoute, moi je connais quelqu'un, on ne se connaissait pas du tout, qui s'appelle, c'est les éditions à contresens, tu devrais aller les voir. Et Pierre est arrivé. Quand tu es arrivé avec ce livre-là, sur la guerre 14-18, mais qui s'appelle 14-17. Allez comprendre. Il fallait aller comprendre. Quand il est arrivé, moi, j'avais pas du tout envie on n'avait pas envie de faire des livres sur la guerre. Parce que, on se dit, tout le monde va faire pendant 4 ans des livres sur la Première Guerre mondiale et ceci et cela. Bon. Et puis Pierre est arrivé avec une idée. Il s'est dit, non mais attends, moi je fais pas ça. Enfin, il dit, attendez. Bon, je résume, c'est imagé. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Non. On a commencé à regarder la taille du jardin, il m'a dit, t'as trop de boulot. C'est pas vrai? Non, je sais pas. Si, oui, moi je me souviens. Mais on a fait un passage par là. Et il m'a dit, mais si on regarde la guerre, mais de l'autre côté, avec le regard de l'Allemand. Et il dit, ça c'est... Parce qu'après tout, l'Allemand, il est là, lui, il obéit. Bien sûr, il n'est pas chez lui, il vient chez nous. C'est l'ennemi, mais le regard de l'Allemand. Comment l'Allemand a vécu les choses? Et ça, cette idée-là m'a intéressé. Ça a été l'une des plus grandes erreurs de ma vie. La mienne aussi. Parce que depuis, il s'est passé... Parce que pour tout dire, c'est que moi, je suis venu avec ça, en me disant, c'est surtout pour les cartes postales d'Émile Béthane que je voulais mettre en avant. C'était même pas mon texte, donc je n'en ai pas écrit quelque chose. Et puis Joël me dit, oui, bon, ok, mais tu m'écris un texte, je lui ai fourni le texte, et c'est vrai que ça s'est emballé. Moi, je me suis dit, ça y est, j'ai mon bouquin, c'est bien, on arrête là. Mais le fautif, c'est lui qui après a dit, dis donc, bon petit camarade, il faudra attaquer. Et j'en suis là aujourd'hui. Voilà, oui, ça s'est passé d'ailleurs dans je suis au bord du gouffre et du divorce. Voilà. C'est vrai que ça s'est passé... Derrière ce livre-là, on voyageait ensemble, on allait où on rentrait d'un salon. On rentrait à Guise, je peux te fixer la route et tout ça, les propos que tu m'as tenus. Oui, on était à Guise, et puis, comme il y avait ce livre-là, moi j'ai dit à Pierre, bon c'est bien, c'est un récit, avec des illustrations d'époque, c'est très intéressant, tout ça, mais, là Pierre m'a répondu, en plus j'ai une idée. Non, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Je ne l'avais pas quand même. J'ai une histoire. Et donc c'est comme ça, je dis vas-y, lance-toi. Et c'est comme ça qu'est né le premier roman. Je n'en parle pas parce que j'en parlais. Ils ne connaissent pas, donc j'en parlais. Et c'est comme ça, alors là je reprends la phrase, on change d'intonation. Et c'est comme ça qu'est né le premier roman. À toi Pierre. Et là il me répond, merci Marie. Oh, ce savon, on peut le chercher loin. Alors pour compléter quand même, c'est vrai que j'avais cette histoire que je lui ai racontée. Il sait que c'est un fait réel qui s'est déroulé ici dans la région. Et moi j'avais découpé ça alors qu'effectivement je ne m'intéresse pas spécialement à la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'étais intrigué par ce petit-fils qui découvre 70 ans plus tard, tu vois j'évite de dire le nom du roman, l'histoire de sa grand-mère. J'ai découpé, c'est un article de l'Union, j'ai mis ça dans une feuille, dans un plastique, et puis on verra ça plus tard. Et j'ai une habitude de gamberger à partir d'un événement comme ça, de me recréer et de répondre aux questions ou
d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc je me suis inventé cette histoire que j'ai racontée à Joël. Et Joël me dit, Banco, tu écris et tu me soumets ça. Je dis oui, mais écrire un roman, j'en ai fait des dizaines quand j'étais adolescent, c'est-à-dire que je trouvais toujours le titre sur le cahier de brouillon, j'écrivais 10 pages et puis après la source se tarissait, parce qu'écrire un roman, c'est apporter aussi d'autres éléments. Et c'est un petit peu comme si on demandait à chacun, quand on n'est pas sportif, qui a l'habitude de courir à 50 mètres dans les 20 secondes, de dire, bah écoute, dans 3 mois, tu te prépares et tu fais le marathon de New York. Donc ça, j'en étais pas, ne me sentais pas capable, mais c'est vrai que j'ai été pris par l'histoire et je pense qu'il y a quelque chose qui a fait que, à partir du moment où j'ai découpé cet article, le roman s'est appelé à moi, et la preuve en est, je reviendrai toujours quand on présentait le livre avec Fabien, et Fabien n'avait pas lu le bouquin, rien qu'à la couverture, m'a dit ce livre-là va t'entraîner bien au-delà de ce que tu as écrit. Et c'est vrai que je le dis souvent, c'est le tout premier, il en est venu d'autres, mais c'est celui vers lequel j'ai toujours une tendance à revenir, à savoir que je suis parti d'un fait réel, j'en ai fait une fiction pour les 3/4, et très vite, quand le livre est sorti, j'ai été rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que des gens sont venus vers moi, et des gens qui vivent encore, et qui m'ont parlé de ce roman. Donc c'est un livre, ce qui est assez rare par rapport aux deux autres, qui continue sa vie, mais dans la vie réelle. Et ça me touche énormément, et ça touche aussi les lecteurs, parce que, sans prétention aucune, je pense dire que c'est le livre de fond, encore aujourd'hui, qui se vend de façon habituelle dans la maison d'édition. Voilà. Parfaitement. C'était bien dit ? C'est bien. Pour l'instant, tout est bien. Bon. Alors, je suis là pour une lecture. Joël m'a dit de préparer une lecture, et bon, moi, je me suis dit lequel choisir. Alors, il faut savoir que dans chacun des romans, il y a toujours une rencontre, voire un coup de foudre, qui est dû au hasard. C'est le plus beau moment, je trouve, pour un homme et une femme, de pouvoir vivre cet instant. Ce sont, comme disait Éluard, non pas des hasards, mais des rendez-vous. Alors, je me suis dit, on commence par lequel ? La première rencontre, l'oublié de Monterfil, lorsque Wilfrid, dans le train, il part pour la Bretagne, il arrive en gare de Soissons, il est au bord, dans les petits compartiments de la vitre, et il aperçoit Suzanne sur le quai, et il se dit, cette femme, j'espère qu'elle va monter et revenir me rejoindre dans le compartiment. Est-ce que je vais lire ça ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais lire le deuxième coup de foudre ? Ici, on est à Vorzy. C'est Jean-François qui va retrouver son ami Vatin, parce qu'il doit acheter des chèvres pour lui. Ils sont connus en effectuant leur conseil de révision ici à Soissons. Vatin l'emmène dans le jardin de la ferme, et là, Jean-François perçoit au loin une jeune fille blonde, dans le soleil, en train d'étendre les linges, les draps. C'est Marie-Amélie, qui deviendra l'héroïne du roman. Ou alors, il me restait une troisième solution. C'est la rencontre de Peter, un soldat américain qui est blessé gravement à Vély, ça c'est le fait réel, qui est hospitalisé à Soissons. Il se retrouve en convalescence, il a le droit de sortir, il se promène dans les jardins de l'hôpital de Soissons, il est assis, et passe à ce moment-là 3 jeunes infirmières, et il y en a une qui lui jette un regard, qui lui dit bonjour, lui dans un français approximatif lui répond bonjour, il suffit d'un regard, vont-ils se revoir après ou pas ? Je mets en absence. Et puis Joël, il m'adresse un mail, il dit, ça serait bien que tu lances un scoop. Donc je vous dis non, je ne vous lirai pas les coups de foudre des 3 romans, d'autant plus que certains les ont déjà lus. Alors, je vais vous raconter simplement dans quelles circonstances. Alors ça, c'est le fait réel. Marie-Josée, qui est ici, et puis Jean Delviche, le capitaine Delviche, qui est le héros principal de mon nouveau roman, qui s'intitule, comment encore ? Je sais plus. Le Jedburgh. Ça va intriguer, ça commence à intriguer, parce que les gens vont sur Internet. Parce que j'ai annoncé depuis ce matin le titre sur ma page Facebook, et
des gens, les gens qui me suivent sont déjà allés voir sur Internet ce que ça signifiait. Alors, ils ont une partie de réponse, n'est-ce pas Bruno, mais la deuxième est dans le roman. Et donc, je vous informe que je dois remettre, avec ton accord, le texte définitif, puisqu'il est corrigé là, et la date de sortie du livre est prévue le 23 mars, et je vous invite tous autant que vous êtes à 2 dates, puisqu'il y aura une date à Margival. Alors on a l'habitude toujours, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, d'organiser une manifestation qui soit en rapport avec l'époque et l'événement. La première date, donc le 23 mars, samedi soir, 20h30 à l'église de Margival. Je fais ma promo, hein, mais vous ne raterez rien. Alors on va théâtraliser l'histoire, et j'ai demandé à... parce qu'on est inspiré par des choses, et il y a 2 acteurs ici notamment qui sont là, qui vont participer, parce qu'ils ont déjà calé des dates aussi en fonction de leur représentation théâtrale, et je les remercie, qui seront présents parmi nous. Et je voudrais, il y aura à la fois la présence de soldats américains, puisque ça se passe en août 1944, et aussi de résistants français, puisque c'est dans le milieu de la résistance, ici dans le Soissonnais. Donc il y aura cette manifestation-là, et une deuxième qui sera à l'initiative de l'Iran Soissonnais, ici, salle Simone Veil, le vendredi 5 avril à 19h. Voilà. Donc voilà, ma promotion est faite. Bon, ben, je peux y aller, moi. Eh ben voilà, c'est bon. Alors je vais resituer. En fait, j'ai repris à partir du. J'étais inspiré par un film qui a été réalisé par un jeune garçon de Bucy-le-Long avec toute une équipe, et qui a utilisé la période où le capitaine Delviche va être parachuté ici dans la région, au milieu des troupes allemandes, et le but avec 2 Américains, c'est d'organiser la résistance ici française, ils sont parachutés le 15 août, donc bien après le débarquement, de telle façon à contrarier les Allemands et surtout le camp de Margival, savoir ce qu'ils vont en faire. Et donc j'ai repris l'ensemble depuis son adolescence jusqu'à la fin, puisque malheureusement le capitaine Delviche, on peut le dévoiler, puisque dès le départ je le raconte et que c'est un fait, parmi ces agents spéciaux appelés Jetberg, c'est le seul trio qui a été tué en 1944, alors qu'on avait prévu que beaucoup mourraient dans des conditions atroces, puisque les Allemands, en les attrapant, les fusillaient systématiquement. Et le 30 août, donc Jean Delviche décède, et Yann, qui a réalisé ce film, lui ne raconte que la période parachutage 30 août. Donc il reconstitue quasiment jour après jour leur histoire. Et il m'a demandé à ce moment-là d'être le photographe de plateau, parce que je collabore beaucoup avec Laurent également, à faire des photos, qu'il utilise soit en fixe pour son film, ou pour avoir un souvenir comment ça s'est déroulé au cours des tournages. Donc là, l'extrait que je vais vous lire est situé le 2 septembre 1939. Pour rappel, c'est la mobilisation générale. Le 3, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle communément la drôle de guerre. Alors je dis le capitaine, mais à cette époque-là, il était encore lieutenant. Le lieutenant Jean Delviche se trouve à Sedan, tandis qu'à Poitiers, le dentiste Alain B. a reçu son ordre de mobilisation et a confié son cabinet à José, sa remplaçante venue de Paris. Le 30 septembre 1939, Jean Delviche est affecté comme instructeur à l'école militaire d'artillerie de Poitiers. Alors, j'ai repris dans le journal de Jean Delviche, ce qu'il rédige à un moment donné, quand il se trouve en Angleterre, avant d'être parachuté ici, il veut raconter tout son parcours, donc il a rédigé un journal que j'ai repris in extenso. Les premiers jours de l'année 1940 sont porteurs d'instants de douleur et d'une rencontre inattendue. Peu après mon arrivée à Poitiers, un abcès sous une molaire au plombage datant de quelques années m'oblige à trouver un dentiste au plus vite. Me voyant ainsi, les traits marqués par la souffrance et défigurés par une joue gonflée qui laisserait penser que je mâche un morceau de tabac,
un de mes camarades instructeurs me conseille. Surtout, ne va pas consulter le dentiste de l'école, c'est un partisan des solutions radicales, l'extraction. Rends-toi plutôt chez le docteur Alain Béanville. Il a une excellente réputation auprès de la bonne société de Poitiers. Non seulement il te soignera, mais il pourra certainement conserver ta dent. Rue du Faubourg de Pont-Neuf, je me prépare à me présenter devant le dentiste B. Lorsque j'entre dans le cabinet, je ne peux cacher mon étonnement devant la jeune femme qui se présente. « Bonjour, monsieur. Je suis la dentiste qui remplace mon collègue Alain B. Actuellement mobilisé dans la région de Verdun. Que puis-je pour vous ?» Assis sur le fauteuil, pendant que la praticienne examine ma bouche, je n'ai d'yeux que pour le joli visage de la jeune femme penchée sur moi. Ma surprise du début de notre rencontre se transforme en émerveillement. Ma douleur semble s'atténuer. Après avoir ausculté ma dentition, elle se redresse. Son corps s'éloigne du mien. Alors face à moi, sur un ton presque autoritaire, et avec des termes très techniques, elle me communique ses conclusions. J'y reviendrai un peu plus tard sur ces conclusions. Au fil des semaines, les séances de soins sont très vite devenues des rendez-vous d'amoureux, qui n'osaient pas s'avouer leur folle passion. Après quelques interventions, ma dent ne me fait plus souffrir, toi non plus apparemment. Je devine que nos tête-à-tête vont cesser très bientôt. Alors, rencontrer ma dentiste en dehors de son cabinet est devenu ma préoccupation première. Cependant, ignorant ses propres sentiments et craignant un refus, je n'ose pas me déclarer. Je repousse ce moment jusqu'à ce que la jeune praticienne me déclare à la fin d'une dernière auscultation « Le plombage que je vous ai posé la semaine dernière semble parfait. Cet abcès ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cependant, à la moindre douleur, n'hésitez pas à venir me consulter. » Je me lève du fauteuil, je me retrouve face à la jeune femme. Les mots me sont venus comme on lance une bouteille à la mer. Je m'entends encore lui dire « Comment vous remercier ? J'aimerais vous retenir à dîner. Pensez-vous que cela soit possible ? Ainsi, vous pourriez constater que grâce à vos soins, ma dent a retrouvé tout son usage. » Encore aujourd'hui, en y pensant, je m'étonne d'avoir osé ajouter à mes propos un trait d'humour. La réponse espérée est immédiate. Bien plus tard, après plusieurs soirées passées au restaurant et après les premiers baisers échangés, José m'avoua combien elle avait espéré mon invitation. Elle aussi avait peur que l'ultime séance de soins soit également notre dernière rencontre. Cependant, me dit-elle, si je ne m'étais pas déclaré, elle avait envisagé de me dire « Revenez me voir dans une quinzaine de jours, je veux avoir la certitude que l'infection est totalement résorbée. » Et quand je disais tout à l'heure qu'elle communiquait ses conclusions, un peu plus tard, on a retrouvé dans les papiers du capitaine Delviche un document, une lettre de José qu'il avait toujours sur lui, et qui est celle-ci, donc écrite par José, qui est devenu entre deux son épouse, bien sûr. « Pour toi, Jean, ce texte inspirait des propos que j'avais tenus lors de ta première consultation au cabinet dentaire le jeudi 4 janvier 1940. Pour régler le problème infectieux, alors ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous, hein, parce que ça se fait plus tellement maintenant. Deux choix se présentent à vous. Le premier, le plus radical, mais également le moins onéreux, consiste à vous extraire la dent. Le second, je tente de conserver votre molaire, mais dans ce cas, il y aura plusieurs séances de soins. Bien entendu, cela représentera un coût plus élevé. Si vous retenez cette dernière solution, lors d'une première séance, il me faudra d'abord ouvrir votre dent pour accéder à la chambre pulpaire. On laissera la molaire ouverte pour drainer le pus. Ensuite, j'y placerai des cotons imbibés de désinfectant de style créosote et au-dessus un pansement non occlusif, juste pour tenir le coton afin que le drainage puisse continuer. Je ne peux déterminer de façon précise
le nombre de séances qui seront nécessaires. Il est variable selon les cas. Si, après avoir laissé un désinfectant en fermant par-dessus, il n'y a plus de réaction, je tenterai de reboucher les racines avec un ciment de type eugénol ou oxyde de zinc. Il me faudra utiliser pour cette opération mécanique un lentoulo, sorte de vis sans fin qui me permettra de fixer la pâte dans le canal. Enfin, lorsque tout ira bien, j'obturerai de façon définitive avec un plombage. Que décidez-vous? Ce jargon de dentiste afin que tu puisses te souvenir de notre première conversation durant laquelle tu n'en menais pas large. Ces mots afin que tu n'oublies pas que, quelques semaines plus tard, je t'avouais être tombée amoureuse dès cet instant. Pour cacher mon trouble, je n'avais rien trouvé de mieux que d'utiliser ces mots de technique dentaire. Voilà. Qui ne se fait malheureusement plus maintenant. Parce que je ne sais pas, pour les plus anciens, on se souvient des plombages, ça durait 7-8 séances à peu près. Alors je voudrais remercier ici, parce que je ne suis pas chirurgien dentiste, j'ai un... Donc j'ai écrit à notre dentiste commun, qui n'est plus dentiste maintenant, parce qu'il est à la retraite, mais qui est un ami d'adolescence. C'est dire si on est vieux. Oui, il a notre âge. Non, toi, oui, il a mon âge, pas notre. Et donc, je lui ai écrit, c'est pour ça que je fais référence au dentiste Alain B, puisque son prénom c'est bien Alain. Et, Bien court. Ah non, c'est pas lui. Ah non, c'est un Belge, nous. Donc c'est Alain B, Alain Belge. Blérancourt. Oui. Et donc, Alain m'a gentiment envoyé un message et m'a décrit quasiment tout ce texte que j'ai aménagé de façon plus littéraire. Et je me suis documenté sur le fameux Lentulot. Et Lentulot est un monsieur d'origine italienne qui a inventé cette vis, et c'est formidable parce qu'en fait elle tourne et elle dépose au fur et à mesure le plomb ou le plâtre selon, qui se fait toujours maintenant, ils ont toujours ça maintenant avec la vrille, là, puis c'est un système de vis inverse en fait qui... Donc je me suis documenté pendant une après-midi sur Lentulot. Voilà. Donc je voulais à la fois faire une rencontre qui soit pas traditionnelle et puis y ajouter un côté technique comme ça. Ça te convient, monsieur l'éditeur? Ouais, c'est bien. Tu as accepté le texte, de toute façon, c'est pas gênant, on ne vient pas dessus. Voilà. Alors s'il y a des questions. Attends, alors dans ce cas écrit Pierre. Non, Parce qu'il en a écrit plein. Donc il a fait. Donc on avait commencé par celui-ci, ensuite il y a eu les romans. Il a aussi fait les photographies des lieux de mémoire dans La Voyageuse du Centenaire, lieu de mémoire américain du sud de l'Aisne. Ouais, entre Château-Thierry et Soissons. Le célèbre livre que nous ne présenterons plus sur la cathédrale de Soissons. Et puis le dernier, c'est Saint-Rémy-Blanzy. Qui était un récit commandé par la municipalité. Voilà à peu près la bibliographie de Pierre. Il y a d'autres livres plus anciens aussi avec des cartes postales. Oui, non, mais moi, pour moi, j'aime bien tous ces livres-là, mais ça n'a pas la même intensité que ces trois-ci et celui-ci. Et je voudrais le faire partager un petit peu, mais je profite qu'il y a des amis qui me sont chers pour dire que la semaine dernière, c'est la semaine dernière déjà, je ne sais plus, ça passe tellement vite, le bonheur aussi d'écrire des livres, enfin des romans, c'est d'aller aussi, comme le disait tout à l'heure Lydie, d'aller à la rencontre, pas avec le même âge, puisque là ce sont des élèves de seconde, et j'ai passé 2 matinées avec des élèves de seconde à Chauny, classe littéraire, il est vrai, les préparer avec deux enseignantes, je dirais de pointe, qui vont marquer beaucoup des élèves. Et j'ai passé 2 fois de suite 1h30. Ils avaient travaillé sur Une rose en automne, donc c'était le choix, je pense qu'il était plus judicieux, celui pour lequel le roman est plus accessible à cet âge-là. Et je dois dire que moi j'avais 1h30, j'ai présenté pendant un quart d'heure les livres, les 3 romans,
Et puis on est passé tout de suite aux questions-réponses. Et autant j'ai pu apporter des choses à ces enfants, à ces lycéens, eux m'ont apporté encore beaucoup plus. Parce que j'avais cette chance d'être là comme devant eux, les profs étaient comme vous assis à me regarder, et je regardais tour à tour chacun des élèves, et de voir leur comportement, et les surprises qu'elles ont amenées, auxquelles je ne m'attendais pas du tout de la part des secondes de Jean-Louis, je ne sais pas, c'est 16 ans, 16 ans gros, 16 ans. Je vois, alors les garçons sont les plus timides, hein, donc il faut un petit peu, mais j'ai pas eu à les pousser, les questions étaient prêtes, et il y avait ce petit garçon qui était là sur la gauche, ses petites lunettes, vous savez, c'est Tintin en miniature, et vous dites qu'est-ce qui va sortir, et puis à un moment donné, monsieur, il m'a posé une question, mais à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est des choses en me disant, est-ce que vos livres sont déjà traduits à l'étranger ? C'est génial ça. Et donc de lui raconter, on a eu cette chance avec, je reviens sur La Voyageuse du centenaire, de lui expliquer qu'il y a une traduction, que le livre part aux États-Unis, et que c'était notre plus grande fierté de savoir qu'on a un ouvrage qui est à Boston, qui est à New York, donc même s'il n'y a qu'un exemplaire dans Parvin, c'est pas gênant, on est quand même aux États-Unis. Et puis il y a aussi cette, puisque là on était sur Une rose en automne, avec cette jeune fille qui depuis le début m'observait, était attentive, écoutait. Et par rapport à toutes ses camarades de classe, n'avaient rien dans les mains, parce qu'elles avaient tout leur texte, elles avaient préparé toutes des questions et tout ça. Et je dis, c'est pas possible qu'elle marque un intérêt comme ça, qu'elle ne me pose pas de questions. Donc je lui dis, vous devez avoir une question à me poser. Et puis elle est perdue, elle voit sa camarade, tu lui fais hop, le cahier de brouillon, quelle question là? Et puis qui annonce une question sans trop savoir. Et je dis, bon, c'est bizarre quand même, parce qu'elle était intéressée par le sujet, et puis elle n'avait pas envie de poser de questions, apparemment. Et quand ça se termine, la première qui se lève, avec le livre Une rose à la main, qui vient me voir, est-ce que vous acceptez de me le dédicacer? Et je pense qu'elle n'avait que ça en tête. Et bon, c'est deux exemples, j'en ai eu comme ça des dizaines de la part, et c'est pour ça que je dis toujours, et je rejoins l'illettrisme, ce que fait Lydie avec les petits, enfin moi je suis positif, je vois l'équipe de Laurent et Gwenaël savent, les jeunes de Bussy, qui sont des gens qui passaient leur bac en option cinéma, de savoir qu'ils ont réalisé, Yann en est à son 3e long métrage, c'est-à-dire des films d'1h30, avec des bouts de ficelle, de voir avec quelle intelligence c'est tourné, le culot qu'il se paye pour aller demander des autorisations pour aller tourner, c'est inimaginable. Et là, j'ai rencontré aussi de ces jeunes, et je pense qu'il y a encore dans la jeunesse aujourd'hui, une jeunesse qui est présente, qui est volontaire, qui est positive. Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, il y a pas mal d'adultes qui devraient en prendre un exemple, parce que je pense qu'il n'y a que ça. Si on veut aller de l'avant, on s'en sort. Et je dois dire que moi, ça a été une expérience, j'en parle souvent, c'est récent, j'en aurai d'autres, mais cette rencontre avec des lycéens, ça m'a fait un grand bien, vous ne pouvez pas savoir. Parce que et ils n'avaient pas lu le livre, hein, ils n'ont lu que des extraits. Mais j'attends le retour. Alors, je terminerai simplement parce qu'il y a toujours des enfants qui se démarquent. Et il y avait une jeune fille qui m'a dit, moi, je n'ai pas lu ou je n'ai pas commencé Une rose en automne. J'ai attaqué tout de suite L'oublié de Monterfil. Je pense que vous êtes nombreux à avoir lu L'oublié de Monterfil. Et qui me dit, je dis, tu as commencé, mais tu en es où? Elle dit, oh, ben, je suis au tout début, 4-5 pages. Bon, je dis, bon, on va vous dire beaucoup de choses là-dessus. Mais j'ai une question à vous poser. Je suis gonflé quand même, elle a lu 4 pages, je me pose une question. Et elle me dit, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti, donc ça s'adresse à moi l'auteur, lorsque vous avez ouvert la boîte à secret, je vais appeler ça comme ça, qui contenait le journal de votre père. Elle avait lu 4 pages, elle m'identifiait au personnage et elle voulait savoir ce que moi j'avais ressenti. Et je vous avoue que j'ai marqué un temps de silence, je dis qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas que le personnage, c'est pas moi, c'est un personnage inventé. Et je trouve que elle va partir d'ailleurs dans L'oublié de Monterfil, parce que ça y est, son imaginaire était en route.
Et j'ai trouvé ça gonflé, parce qu'il n'y a aucun, à part les gens qui me sont très proches, et à qui j'ai semé un peu le doute en disant, mince, je croyais qu'il était belge, le voilà allemand maintenant, je comprends plus. C'est à Gwenel qu'on en disait, c'est que notre réaction d'adulte, elle subit des contraintes. Or, à cet âge-là, ben non, ils ne se posent pas de questions. Ils vont droit au but. Elle dit dans le roman, le gars, il ouvre quelque chose, je me mets à sa place. Je dis, je découvre le journal de mon grand-père qui m'a jamais rien raconté de sa guerre. Mais non, je découvre un trésor. Et c'est ce qu'elle voulait savoir, en fait. Et ça, c'est génial. Vous voyez, ces échanges. Voilà. Et tu lui poses ce que tu lui as répondu? J'ai avoué la vérité que je n'étais pas... Non, un roman reste un roman, donc je pouvais pas... On ne peut pas mentir, hein, parce que tu la déçois. Donc je lui ai expliqué, et j'ai pris pour exemple, parce que j'ai argumenté quand même pour lui expliquer, que lorsque à la maison, en dehors d'Annick, la première lectrice, c'est notre fille. Donc elle reçoit en priorité les livres. Et notre fille me téléphone, je lui demande ce que c'est. Elle dit, écoute papa, je suis troublée. J'ai dû abandonner ton livre pendant 10 jours avant de m'y remettre. Parce que au début, vous imaginez, elle connaît toute ma vie quand même. Je lui apprends subitement que je suis le fils d'un Allemand. Mon père est allemand, a fait la guerre contre les Français. Elle dit, papy, il n'était pas allemand, il n'a pas fait la guerre contre les Français. Donc elle a été déstabilisée, mais sincèrement, pendant 10 jours, le temps qu'elle se dise, non, attends, c'est un roman, en plus de ça, c'était le premier roman, donc elle ne m'avait jamais lu. Et donc j'ai expliqué à cette jeune fille ce qui s'était produit, et que elle, étrangère, si elle le subissait, qu'elle puisse comprendre que ma fille a réagi comme ça. De même que la première lectrice, correctrice qui avait lu ça, téléphone à la maison. Moi, j'étais pas là, Annick n'était pas encore au courant, le bouquin était à ce stade-là, hein, donc je l'ai envoyé comme ça. Et elle dit, écoute, mais elle me connaît depuis, je sais pas moi, 30 ans, c'était... Oui, plus, on a collaboré pendant des années. Rien, on allait à... Attention. Non, plus âgée. Elle s'appelle Elisabeth, je ne vais pas la perdu la tête. Oui, parce qu'elle est plus âgée. Elle a tenu des propos, c'était allemand. Alors qu'elle savait que j'étais belge, je dis, je t'assure, Pierre, il dit qu'il est allemand dans le livre. Comment ça? Ben va voir. Donc elle savait où était le manuscrit. Oui. Page temps. Je vais voir en banque, Oui. il a son travail sur son bureau, je vais voir un peu ce que c'est. Et d'ailleurs, Il a un problème de santé. quand elle a posé la question au téléphone, tu as répondu Nine. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais confier à Françoise, parce que moi j'ai terminé. Alors Françoise, en petite cachotière, moi j'ai eu des échos, mais je ne sais pas, est en train de travailler sur la couverture. Et je sais que c'est pas encore les vacances, donc à toi la compo. Alors je voudrais profiter qu'elle est là, Françoise, parce que tout à l'heure on me posait une question. Françoise a réalisé jusqu'à présent toutes les couvertures de mes livres. Je parle des autres, mais en ce qui me concerne, donc ça me touche. Alors, on a pour habitude avec Françoise, puisque vous l'avez vu, je fais des photos, donc de lui fournir une photo que j'aimerais voir figurer sur la couverture. Et puis après, moi, je ne m'occupe plus. Je n'ai pas d'a priori, ni de première idée, rien du tout. Et Françoise, je la laisse réaliser. Et je dois dire, ça fait 7 couvertures qu'elle réalise aujourd'hui et qu'on est raccord à chaque fois et qu'elle m'éblouit à chaque fois parce que jamais j'aurais pensé à ça. Donc je voudrais la remercier. J'aurais qu'un reproche à lui faire. C'est cette couverture en 30 ans, c'est ça? Voilà. Alors, Françoise, allez, ça c'est Marie-Amélie à Vorzy. Donc je fais une photo, mais ce qu'on appelle en photographie, puisque c'est sur le thème du cimetière, 11 novembre, je voulais pas trop de couleurs, donc ce qu'on appelle des satures. Donc je diminue les rouges, les verts et tout ça. Donc je lui propose cette photo. Et puis elle me répond, non, pour une couverture, il faut que ce soit un peu plus en couleur. Donc je retravaille la photo et je lui sors effectivement cette photo très colorée, impeccable. Moi je retiens la leçon, puis je me dis pour chemin d'absence, je reprends sensiblement les mêmes personnages, très colorés, tout ça, et puis
Françoise me convoque et elle me fait un très beau sépia. J'ai toujours à l'esprit de ces Voilà. conversations. Mais ce qui n'empêche que c'est pleinement réussi C'est parce que et ça que ça correspond correspond au à ça. livre. Et qu'elle a eu une idée géniale, puisqu'on parle d'un journaliste qui est au Boston Globe, de retrouver le haut du journal de Boston Globe, et je veux dire que ça, Donc c'est c'est encore un grand ma merci. 6e Françoise. casquette d'iconographe. Voilà. C'est un métier. Eh oui, je sais. Précisons tout de même que Françoise fait les 3/4 des couvertures. Oui, oui, non, mais je de sais, la mais maison. moi, là, je parlais pour mon cas personnel. Après, je ne sais pas ce que les gens, pour moi, c'est réussi, mais est-ce qu'eux ont des idées préconçues sur ce qu'ils veulent ou des choses comme ça? Moi, je la laisse totalement libre de sa création. Et voilà. Parce que toi, Ah, il travaille un peu. Ah oui. Ça arrive, bien sûr. Voilà. Des questions? Puis on arrête là. Ouais, des questions. Si vous avez des questions, alors de toute façon, ce qu'on va faire, on va repasser un peu de l'autre côté, se servir, revenir par ici. Pierre est disponible pour répondre aux questions, bien sûr, tout comme Lydie et Mathieu. On continue la soirée tranquillement. On va, puis prendre un petit rafraîchissement parce que surtout toi, tu as beaucoup, beaucoup parlé. Voilà. Merci de votre attention. Merci.